Quexkina, ici Alexandre Nicoida avec mon collègue André Dudomaine. Nous sommes actuellement à un épisode 144 avec Julie Christina Piché. Avec Julie, si tu pourrais t'introduire, qu'est-ce que tu fais, d'où est-ce que tu viens? Oui, qu'est-ce qu'il a? Moi, je suis scénographe actuellement, mais je pourrais dire que je suis pas mal artiste multidisciplinaire. Donc, la scénographie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la conception des décors au théâtre. Donc, j'ai fait une formation au Cégep Lionel Groulx de 2007 à 2011. Puis, depuis ce temps-là, j'ai fait quelques productions à Québec, au Québec, à Montréal, en cinéma, en théâtre, danse contemporaine, et puis voilà. Donc, c'est ça, en gros, mon travail. En plus de faire plein de petits projets connexes et d'accessoires, de peinture. Je suis peintre aussi. Donc, voilà. On parlait justement, il n'y a pas longtemps, des métiers du cinéma qui sont parfois méconnus, en fait avec Simon Riverain, qui est ingénieur du son, puis disant souvent, il y a des tas de métiers dans la création, et là, on pourrait parler du théâtre et de la scénographie, qui sont souvent méconnus, hein, que c'est pas les gens, et souvent les jeunes autochtones, ne les connaissant pas, ne sont pas attirés. Et pourtant, ce serait des secteurs où certaines personnes qui ne veulent pas forcément être auteurs dramatiques ou metteurs en scène, par exemple, ou réalisateurs en cinéma, ou réalisatrices en cinéma, pourraient trouver des carrières, des métiers, une vie, quoi, une vie professionnelle, à tout le moins. Et donc, je serais assez curieux de voir comment, toi, tu as été amené à aller vers la scénographie plutôt que la peinture, par exemple, qui est plus, comment dire, parfois plus glorieux. Hein? Ça permet d'avoir des effets signature en galerie. Alors, comment tu t'es orienté vers la scénographie? En fait, quand je suis arrivée à Montréal, suite à un DEC en art visuel que j'ai fait au Cégep de Saint-Jérôme. Je savais que j'avais comme pris une pause en sortant du DEC. Je ne voulais pas aller directement à l'université. Donc, je n'avais pas fait de demande, rien. Je voulais avoir une année pour réfléchir à ce qui me tentait. Donc, je n'avais pas envie d'aller en art visuel. Pas parce que je n'avais pas les compétences, si on veut, pour y aller, mais plutôt, je savais que je ne voulais pas aller là-bas pour que faire de la peinture. Je trouvais que c'était un peu du travail, un peu tout seul, des fois des projets d'équipe, mais j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose, un travail qui impliquait une équipe, une gang. J'avais vraiment ça, c'était pour moi, c'était très important. Donc là, je me suis donné 1 an pour essayer de trouver dans quelle branche de métier je pouvais m'inscrire dans une université ou encore dans un cégep ou dans une école professionnelle quelconque. Donc là, je suis partie des Laurentides, je me suis installée à Montréal pendant une bonne année. On a travaillé à construire, à s'installer dans un loft qu'on a construit nous-mêmes. Donc, pendant 1 an, ça a été très créatif. Donc, c'était vraiment construction d'espace, amener l'électricité, la plomberie avec ma meilleure amie Gabrielle. Donc, on s'est vraiment donné à cœur joie là, de habiter notre espace, l'imaginer, le construire. Puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette partie-là de concevoir un espace enfin où on pouvait décider tout en fait. Donc, on s'est fait chacune un atelier. Elle est en musique et moi en peinture. Et puis, dans cette année-là, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être réfléchir à mon avenir, ce que je retrouve à l'école et tout ça. Et là, il y avait le salon de l'éducation qui avait lieu au Palais des Congrès à Montréal. Donc, je me dirige là-bas. Je me dis, bon, je vais aller voir. Je suis curieuse. Je me promène dans les allées et tout. Puis, à un moment donné, je suis arrivée devant un kiosque qui avait une robe d'époque, une grosse maquette, des plans, des photos de spectacles, des photos des éclairages magnifiques, des croquis à main levée. Tu sais, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des photos des ateliers aussi de l'école. C'était l'École nationale, le kiosque de l'École nationale de théâtre. Là, j'ai fait « Oh,
il y a une école pour ça. Il y a vraiment, pour vrai, on peut aller étudier ça pour apprendre à faire des décors, faire des costumes, l'éclairage. Là, j'ai posé plein de questions. Puis là, la personne au kiosque me disait qu'il y avait d'autres écoles aussi qui offraient ce programme-là. Donc, elle m'a invité à aller voir tous les autres kiosques, puis après ça, partir avec la documentation. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est quand même sérieux, il faut passer des entrevues, il faut passer. Donc, il faut vraiment que tu choisisses, tu sais, aussi le lieu, l'endroit. Puis, donc là, je suis partie avec toute la documentation. Puis, il n'y avait pas l'école Lionel Groux, n'était pas là. Je pense qu'il y avait comme un problème, un conflit d'horaire et tout ça. Donc, tu ne pouvais pas avoir une personne qui offrait tout le kiosque avec toute la documentation. Donc, ce que j'ai fait, c'est je me suis renseignée en ligne, j'ai téléphoné, on m'a envoyé des documents et suite à avoir discuté avec plein de gens dans mon entourage qui étaient dans le milieu des arts et tout ça, ils m'ont vraiment dit « Ah, Lionel Groux, c'est cool parce que tu touches à tout. Donc, tu ne fais pas juste rentrer en scénographie ou en conception costume ou en gestion technique de scène. La première année, tout le monde touche à tout, à part le volet jeu. Là, tu choisis si tu vas aller en jeu ou en production. Donc là, je m'inscris à Lionel Groux parce que c'est ce que je voulais. Je voulais toucher à tout au début, puis après, choisir. Donc, la première année, c'est ce qu'on a fait. Puis après, je me suis dirigée en scénographie. Bien, je savais déjà que le décor m'intéressait beaucoup plus que le costume ou la gestion de scène, mais voilà. Fait que ça a commencé comme ça. C'était vraiment le loft, le fait d'avoir construit un loft, l'espace, tomber sur le salon d'éducation, puis de voir la maquette, puis les décors. J'étais juste comme, pourquoi personne n'avait parlé de ça, qu'il y avait une école? Pourquoi à l'école en art plastique, on m'a jamais dit que c'était possible de faire ce travail-là, que ça existait. Tu sais, j'aurais aimé ça le savoir, même au secondaire, qu'il y avait une école pour ça, puis que c'était pas juste les beaux-arts qui existaient. Tu sais, c'était vraiment la pression de faire, OK, aller au cégep en art plastique, à l'université, les beaux-arts. Tu sais, c'est quand même une grosse pression, puis c'est vraiment le côté académique, tu sais, qui ressort tout le temps, mais finalement, il y en a plein d'écoles pour apprendre tous ces métiers-là de la scène. Puis même en cinéma, après, j'ai découvert qu'il y avait plein d'écoles pour apprendre le cinéma, tous les métiers du cinéma. Donc, je trouve que ça, même encore aujourd'hui, ça devrait être un petit peu plus mis de l'avant, là, puis expliqué et qu'on voit des publicités plutôt que des publicités d'écoles de médecine, ben, des publicités d'écoles de théâtre, je pense que ça motiverait plusieurs. Ouais. Alors, le message est lancé parmi nos auditeurs, puis dans des endroits comme le Cégep Kiuna, par exemple, ou peut-être au travers, en parlant avec Simon la semaine dernière, quelqu'un avait suggéré le Wapkoni aussi pourrait peut-être, en plus de son travail d'animation socioculturelle, offrir à l'occasion des présentations, des débouchés possible pour des jeunes qui sont créatifs et qui peuvent avoir envie de toucher, justement, d'être plus manuel, plus technique. Il y a effectivement des travaux tout à fait valorisants, intéressants à faire au sein des équipes, des différentes équipes. Mais la question aussi qui se pose, c'est que j'imagine que déjà en peinture, parce que là, il y avait quand même même à l'époque où on parle, il y avait déjà des peintres puis des artistes autochtones en art visuel, en art contemporain très connus. Tu pouvais y espérer y faire valoir la culture, ta culture d'origine, la culture atikamekw. Mais en scénographie, bon, c'est venu plus tard, j'imagine, avec le Ondinok et puis les autres expériences. Mais au moment de t'inscrire à Lionel Groux, est-ce que tu entrevoyais cette possibilité d'intégrer à la fois cette vocation pour la scénographie et la culture que tu portais? Ben, à cette époque-là, je ne vous cacherai pas que j'étais un petit peu... je n'étais pas en froid avec certaines personnes de ma famille, mais il y avait quand même des conflits au sein de la communauté. Puis, il y avait c'était vraiment le tout début, juste avant qu'il y ait eu la vérité réconciliation, en fait.
Donc, il y avait quand même des choses qui se passaient, puis j'ai arrêté un peu d'aller dans la communauté parce que je trouvais ça très difficile, ce que ma famille, certaines personnes de ma famille vivaient, supportaient, cachaient. Donc, en fait, j'avais même pas, instinctivement, j'avais même pas envie d'aller chercher dans ça, d'aller puiser mes inspirations. J'étais vraiment comme, j'étais mal, tu sais, je savais pas pourquoi. Et là, en rentrant à l'école et tout, puis là, on essaie d'aller chercher nos inspirations, tout ça en nous. Et à un moment donné, tu sais, c'est vraiment le travail s'est fait tranquillement. J'ai assisté à plusieurs témoignages quand ça a eu lieu, la semaine de la vérité et réconciliation à Montréal. Pendant une semaine, je suis allée parce que ma mère était bénévole là-bas, puis c'est vraiment venu me chercher. Après, je me suis dit, OK, je comprends maintenant pourquoi le mal-être, je comprends pourquoi mon frère a vécu beaucoup en communauté, il était très, très proche de toute ma famille entre Manawan et Wamantashi. Il habitait à La Tuque. Et mon frère s'est enlevé la vie aussi, tu sais, pendant que j'étais à l'école, le début de ma période d'école à Lionel Groux. Donc, pour moi, j'étais vraiment en deuil. J'avais vraiment c'était difficile pour moi d'aller puiser dans ça. Il y avait beaucoup de douleur. Et ensuite, suite à la vérité et réconciliation, que j'ai participé, échangé, écouté plutôt qu'échangé. J'ai vraiment beaucoup été à l'écoute, puis j'ai compris. J'ai compris plein de choses et ça m'a guéri d'une certaine façon. Oui, j'ai compris pourquoi certaines personnes avaient été méchantes envers d'autres personnes. Pas directement vers moi, c'est vraiment le tableau familial, je le comprenais mieux. Et là, j'ai fait OK, ça va loin, là, ça va vraiment loin. Donc, moi, ma douleur, mon inconfort que j'avais, je trouvais que c'était quasiment malhonnête de témoigner parce que les douleurs des autres étaient tellement plus grandes, tellement plus que j'ai fait OK, bon, mon petit mal-être, là, il va être mis de côté. Je vais essayer de comprendre pourquoi justement ces gens-là ont souffert. Ben, parce qu'ils ont vécu des horreurs dans leur jeunesse, puis ça se répercute. Et ensuite, j'avais beaucoup de rage qui voulait sortir. Enfin, je comprends. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à peindre une série de tableaux qui s'appelle Kinogewin, qui ça veut dire fragment de ma mémoire, de mes souvenirs. Et là, j'ai fait une série de tableaux entre 2012 et 2014 à peu près. Et c'est vraiment, je me suis vraiment inspirée. Vraiment que de mes souvenirs de mon enfance, de ma mémoire que j'avais sur le territoire, dans la communauté, dans le bois avec mes grands-parents, des histoires qui se sont déroulées jusqu'à un incendie qui a fait que tout le village de Wamantashi a été évacué quand j'étais très jeune et ensuite c'est arrivé un peu plus tard. Je ne me rappelle pas encore l'année, mais tu sais, c'était vraiment, donc j'avais... En 2010, je pense. C'est ça, 2010, c'est ça. Puis, donc là, j'ai fait cette série-là, ça m'a vraiment, vraiment permis de puiser. Puis après, j'ai commencé à travailler avec Ondina, puis c'est le temps que je fais cette série de tableaux-là, et puis ma rencontre avec Ondina, ça a vraiment fait un lien. C'est là, j'ai fait, ben oui, il faut vraiment que j'aille puiser, pas juste dans la peinture, mais dans l'expression de l'espace aussi. Parce que moi, je me dis, il faut que j'apprenne à faire des décors de théâtre un peu d'été avec des murs, puis des portes, puis un petit salon. Puis tu sais, mais non, je peux aller vraiment plus loin que ça. Je peux vraiment créer des espaces, des dispositifs scéniques qui peuvent paraître abstraits, mais qui nous ramènent aussi à certaines réalités de ce que le texte veut souligner. Donc, c'est là que j'ai vraiment fait le lien. Les deux, ils sont rentrés vraiment. Ça a fait une belle liaison de tout ça. Oui, c'est drôle comment habituellement, nos podcasts sont très différents les uns des autres, mais là, il y a vraiment des liens. Hein? Simon Riverain qui disait lui aussi que c'est en 2010, justement, cette année-là, tout d'un coup, qui a pris conscience de l'importance de l'impact des pensionnats sur sa communauté, sa famille, puis et forcément sur lui-même. Et peut-être, il ne l'avait pas mentionné, mais c'est bien possible que ce soit la Commission Vérité et Réconciliation
qui a été le déclencheur. Et, et c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que dans le fond, la commission Vérité-Réconciliation aurait vraiment bien joué son rôle dans ton cas, dans la mesure où la libération de la parole sur ce qui était refoulé, tabou, hein, les expériences dures et qui remontent à l'enfance, que des gens qui ont marqué les âmes et les psychés, tout d'un coup, le fait de libérer la parole, ça a eu un impact positif. Oui, tout à fait. Vraiment, je pense que il devrait avoir d'autres. Ça a été un gros événement pour plusieurs communautés, pour le Québec, pour le Canada au complet, mais je pense que on devrait le refaire d'une certaine façon parce que ça l'a amené beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont libérés, puis ça permet de comprendre. Les Allochtones, ils peuvent comprendre, en fait, c'est quoi aussi la réalité, des peuples autochtones. Ils savent pas, puis c'est pas un sujet que les gens vont vouloir parler, discuter, c'est très personnel, donc de refaire ça, puis que ça soit sous forme de témoignages, de forums, d'activités, de spectacles, de conférences, de rencontres, de partage, de juste s'asseoir ensemble, manger, puis parler ou juste écouter, je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait revenir à chaque année. Ça serait le fun. Ça permettrait de continuer aux gens à pouvoir s'exprimer, mais aussi à comprendre. Ouais. Je voyais en même temps aussi que, tu sais, avant la commission Vérité-Réconciliation, là, tout ce qu'on disait auparavant sur le pensionnat, il y avait beaucoup d'incrédulité de la part des Autochtones. Puis avec la commission, mais ça a fait que ça a validé le souvenir des survivants. Puis ça a fait aussi que, tu sais, ça a quand même sensibilisé le Canada, puis le monde, mais aussi les Autochtones, les descendants des survivants. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de compréhension aussi pour notre génération. Je connaissais un peu le pensionnat quand j'étais jeune, mais c'était surtout sous base de souvenirs puis des paroles des gens. Fait que je ne sais pas trop si on pouvait le croire ou pas. C'était tabou, c'est ça. Ouais. C'est resté tabou, on n'en parlait pas trop. C'était, moi aussi, c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé là. C'est tellement invraisemblable aussi, là, mettons, quand on se dit que, mettons, un membre du personnel des soins, sa job, c'est supposé de prendre soin des gens, comment quelqu'un peut maltraiter quelqu'un. Une personne peut maltraiter quelqu'un. Même chose pour les enseignants, les religieux. Fait que des fois, il y avait aussi une part d'incrédulité. Mais avec la commission, mais ça fait que OK, je pense qu'il faut les croire, puis ça nous a comme ouvert à la guérison aussi. Ouais, ben oui, vraiment. Puis que ça soit compris par les familles qui c'est ça qui s'est passé dans ma famille, tu sais, même si ça n'a jamais été dit, ben là, c'est une scène qui permettait que tout le monde puisse s'exprimer. Toutes les histoires étaient toutes uniques pour chaque personne, chaque lieu, chaque époque. Mais en fait, enfin, si les gens se libèrent, mais c'est parce que dire directement ce que tu as vécu à ta famille, puis de rester avec ça n'a pas le même impact que d'aller puis le dire, puis que plein de gens l'entendent, l'écoutent, puis ça permet de comprendre, nous, comme tu dis, Alexandre, notre génération. Tu sais, que moi, ma mère, elle me dit qu'elle était allée au pensionnat. Puis j'ai demandé, ben, c'était comment? Ben, c'était difficile, mais elle n'est pas restée longtemps au pensionnat, mais tes tantes, tes oncles, il y en a qui sont allés, puis c'est ça, c'était pas facile. Tu sais, c'était un peu ça. Oui, c'est surtout des anecdotes qu'il y avait. C'est des anecdotes qu'on savait. Oui, des petites anecdotes, mais le fond de tout ça, ça va plus loin. Ça va plus loin, là. Puis là, on le sait maintenant, on sait la vérité, puis il y a plein d'ouvrages, il y a des films, des séries, tout ça, des livres qui sont écrits, des textes, des œuvres. Donc là, qu'on continue oui, tu sais,
faut pas oublier ça, je pense que c'est important. C'est un génocide qui a eu lieu, là. C'était pas une petite affaire, là. C'était grave. Donc, de, de l'honorer en créant des œuvres, je pense que c'est la plus belle façon de se réconcilier, puis que les allochtones puissent aussi être sensibles à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais pourquoi, tu sais, qui se sentent mal, en fait, même s'ils n'ont rien fait à ce moment-là, mais qui se sentent coupables, que toutes ces horreurs-là se soient déroulées, puis que ça se déroule encore aujourd'hui parfois, là. Tu sais, c'est pas fini, là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là. Oui, les impacts sont toujours là. Puis aussi, souvent, les gens, je pense, moi, j'ai longtemps cru et comment dire, adhéré à l'idée que, bon, il faut distinguer responsabilité et culpabilité, que la culpabilité est improductive. Mais la réflexion avec le temps, je me suis dit, peut-être ce sentiment de culpabilité, c'est que les structures coloniales sont toujours là, même si leur application implacable et cruelle et criminelle au travers les pensionnés, puis là, le système est toujours le même. Et dans ce sens-là, les gens, comme on est, il semble que politiquement et socialement soit dur de passer à une autre étape. C'est pour ça que la culpabilité demeure. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais c'est une parenthèse de la réflexion. Mais en te connectant avec Ondinoc, finalement aussi, parce que tu viens de le mentionner, comment l'art, les œuvres aussi participent à la fois à raconter pas seulement des histoires, mais raconter l'histoire avec un grand H, puis notamment cette histoire récente du génocide culturel et aussi participer à une renaissance. Alors, tout ça, t'es quand même là, à ce moment-là, plongé dans l'effervescence d'un certain militantisme culturel autochtone. Oui, vraiment, avec Jacques Niwachi, qu'on a travaillé ensemble avec Ondinoc, mais Yves et Catherine, ils m'ont vraiment amené à des endroits où j'avais jamais été dans. Pour moi, c'est de déjà accepter ce qui s'est passé, de la guérison, tout ça. Puis après, c'était non, mais il faut militer, là, il faut y aller, il faut foncer dans le tas, il faut dire les vraies choses. Puis avec les pièces, c'était très. Les pièces d'Ondinoc, c'était quand même parfois tranchant, puis on y allait, puis on n'avait pas peur, parce qu'on nous, on peut le faire. Nous, des allochtones qui vont monter une pièce comme ça se peut pas. Ça ne se fait pas. Mais nous, on peut le dire, on peut le faire. Go, on y va, on fonce. Donc, ça, c'était d'avoir vraiment ce côté-là, militantisme. Je l'ai développé, je l'ai appris avec Ondinoc, puis plein de gens autour qui gravitaient, plein d'artistes qui collaboraient. Et là, je me suis dit, OK, non, mais puis il faut la fierté, c'est surtout ça. Être fier de qui on est, d'où on vient, c'est très important. Mais pour ça, pour être fier, il faut savoir qui on est, donc d'où on vient, d'accepter, de guérir, puis après ça, de foncer. Ça m'a vraiment aidé beaucoup dans mon processus de deuil face à mon frère, cette rencontre-là avec Ondinoc, puis le travail que j'ai fait, de me permettre d'aller dans le territoire, puis d'aller passer du temps dans la communauté, puis de me reconnecter. Ça faisait partie de mon travail, que je peux dire, dans mon contrat, c'est du temps de travail, juste d'aller, de retourner d'où je viens, d'aller dans ma tête, puis d'aller vivre ces expériences-là. Ça m'inspirait beaucoup pour les projets de décor et tout ça qu'on a fait ensemble avec Ondinoc. Puis après, de tous les collaborateurs avec qui j'ai travaillé, qui avaient d'autres projets après, on m'appelait, je continuais à faire aussi d'autres pièces avec des compagnies allochtones. Mais c'est sûr que je retournais, là, Ondinoc, c'était ma famille, là. C'était vraiment le... Puis même encore aujourd'hui, tu sais, je continue, puis Yves et Catherine ne sont plus là, mais ils sont encore là. Ils peuvent pas se dissocier d'Ondinoc. Pour moi, quand je pense à Ondinoc, je pense à Yves et Catherine avant tout. Puis après, je continue à travailler avec tous ces gens-là que j'ai rencontrés il y a une
mon Dieu, là, ça va faire 15 ans bientôt, là. Puis, ouais, non, c'est encore une belle, belle grande famille. Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, on va préciser, il s'agit bien de Yves Séoué-Durand et de Catherine Jocasse, qui sont les fondateurs de la compagnie Ondinoc, et sinon la plus ancienne, certainement au Québec, en tout cas la plus ancienne des compagnies de théâtre autochtone. Et un peu comme Tarzan Vu, ça a été fondé dans une période assez ingrate où les arts autochtones n'étaient pas reconnus. Donc, il y a eu un travail non seulement de pionnier, mais un travail de combattant, un parcours de combattant pour se tailler une place parce que les portes ne s'ouvraient pas facilement. Souvent, fallait donner des grands coups pour pratiquement les défoncer. Il faut dire que Yves avait il a toujours d'ailleurs, ce type d'énergie de faire avancer les choses avec opiniâtreté. Et donc, on le salue. C'est un grand créateur, d'abord, un grand homme de théâtre, mais aussi un grand leader culturel autochtone avec tout ce qu'il a fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du travail sur des pièces particulières là, qui t'ont marqué, puis parler un peu comment tu avais relié ça, comment tu étais relié, toi, comme scénographe, aux créations auxquelles tu participais? Les créations avec Ondinoc, particulièrement? Oui, on peut commencer avec celle-là, ou avec les autres aussi, parce que on a du temps là, avec le podcast. Oui. On veut tout savoir. En fait, la première production qu'ils m'ont proposée, c'était le Printemps autochtone d'art 1. Au début, ça fait juste Printemps autochtone d'art. Il n'y avait pas le 1, parce qu'il y a eu le 2. Mais c'était vraiment un gros, gros projet pour moi. En fait, je faisais le décor, je faisais les costumes, puis les accessoires. C'était 3 courtes pièces dans le même grand décor. Donc, c'était vraiment un gros... pour moi, c'était gros. C'était pas juste un petit décor à 500$, là, comme j'avais en tête que quand on sort de l'école, on est attribué à faire des petites productions pour commencer à se faire connaître et tout ça. Donc, je suis quand même tombée rapidement avec une belle équipe de travail, puis faire une proposition de décor un peu... ça restait dans le dispositif scénique avec des passerelles en bois et tout. Je me suis inspirée beaucoup de l'art spirituel de Kandinsky. Donc, je faisais vraiment un lien entre la spiritualité autochtone de Kandinsky et, qui n'est pas autochtone, mais la spiritualité dans l'art, c'est quand même, pour moi, très important. Donc, et les formes que Kandinsky utilisait étaient, pour moi, ça fitait vraiment beaucoup avec la structure que j'ai créée. Et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est comme un gros terrain de jeu. Après, les costumes qui ont embarqué et les accessoires, là, j'en avais vraiment beaucoup. Là, j'ai travaillé sans fin. Puis après, quand on a fait le deuxième, Printemps autochtone d'art, là, j'ai demandé, je pense que j'aurais peut-être besoin d'un coup de main pour pas faire tout au complet. Puis, parfait. Et là, on a fait une belle collaboration. Donc, je m'occupais plus des costumes. Cette fois-là, j'avais envie d'aller voir plus les costumes. Tu vois, il me laissait vraiment une liberté de création de OK, qu'est-ce qui t'inspire dans celui-là? Et là, les costumes, c'était juste trop parfait. J'avais vraiment envie d'aller vers la proposition qu'on avait des peuples Selknam, puis de leur... Je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, mais c'était vraiment... Moi, je voulais qu'ils soient tout nus peinturés. Puis là, on me dit non, c'est pas possible parce que ce peuple-là se peignait le corps et il faisait des rituels. Puis là, j'ai dit, alors, on va faire ça avec des bodysuits, mais non. Donc, je me suis vraiment amusée. C'est de la peinture que je faisais sur des costumes, en gros. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi les costumes pour ce projet-là. Donc, ça a été vraiment un gros show. Là. Je pense que j'avais genre 85 costumes à gérer. J'avais jamais fait ça. C'était vraiment un gros défi. J'ai appris beaucoup, beaucoup sur la confection, sur la patine, sur j'ai vraiment appris énormément. Là. Il y avait plein de choses que j'avais vues à l'école, mais là, ça m'a vraiment permis de monter en grade là, mes connaissances. Puis, donc, premier décor, après costume.
Ensuite de ça, on a fait une autre production qui était bien aussi. C'était dans un lieu tout à fait incompris. C'était pas dans un théâtre conventionnel. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Tu et moi, qui était présenté à... c'était dans un... sorte de garage d'entrepôt. Oui, exactement. Un vieil entrepôt. Là, c'est une pièce de Marco Collin. Je pense que c'est la première pièce de Marco Collin. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que là, je sortais encore de ma zone de confort. On part avec quelque chose que moi, OK, on fait une pièce dans un entrepôt de soudeurs, monteurs, puis là, on déplace les affaires, puis là, on va utiliser les murs tels quels pour créer le décor puis l'espace. Fait que ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'était vraiment un beau travail, beau défi encore là. Puis après, on est allé vers quelque chose d'un petit peu plus cocooning, mais avec Mocatec, où là, j'ai vraiment, puis c'était très intime, c'était pour les enfants. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir parce que moi qui venais d'être maman à ce moment-là, ça me rejoignait tout à fait. J'étais, tu sais, pour avoir été dans les gros spectacles qu'on a fait, puis aller dans la dureté un peu, puis et là, le Mocatec, pour moi, ça me ramenait à mon enfance, surtout de créer ce petit lieu-là qui, pour moi, était une petite cabane qu'on se construit, mais aussi le chapatoine, le lieu très spirituel où on rentre, puis c'est une cérémonie intérieure, puis c'est intime. Donc ça, pour moi, c'était vraiment magique aussi, parce qu'avec mon enfant qui m'aidait, même dans les ateliers d'Ondinoc, à tout installer, il participait, là. Je pouvais l'amener avec moi, puis ça faisait partie de il faisait partie de la famille, là. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment une petite douceur. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien de faire le projet qui est parti en tournée après, qui a été vu. C'était ça qui était cool aussi, en fait. Le fait que Mocatec ait tourné, puis s'est promené un peu partout. Mais ça, c'est un défi c'est un défi pour la scénographie aussi, oui, la tournée. Tout à fait. Oui, oui, ça, c'est vraiment... C'était la première fois que c'était dans la prémisse du départ de concevoir un décor qui allait partir en tournée. J'avais déjà fait un projet que le décor, après la première, la prod, tout ça, ils ont décidé de partir en tournée, donc on a adapté le décor pour après. Mais déjà de le concevoir avec l'idée de, OK, il faut que ça parte en tournée, il faut que ça soit facilement montable, démontable, dans un temps, dans un 8 heures de travail, il faut qu'on ait tout fait, donc c'était quand même un beau défi. Mocatec, ma mémoire est bonne, c'est David Jenis, cette fois-là. Oui, c'est ça. Qui était à la fois auteur et est-ce qu'il était metteur en scène? Oui, puis il faisait le rôle de Mocatec. Oui, la petite marionnette. Alors voilà, effectivement, si on veut voyager aussi bien, avoir des gens polyvalents, ça donne de la mobilité pour la tournée parce que c'est pas toujours évident. Les salles sont pas toujours les mêmes d'une région ou d'une localité à l'autre. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui. Oui. Et puis... Non, allez-y. Non, mais non. Et puis, ben, c'est ça, Mocatec, c'était vraiment pour moi quelque chose que j'avais jamais fait un théâtre pour enfants. Puis là, je me suis dit, ben oui, je vais en faire d'autres. Donc, après, je lance la perche. Si jamais il y a d'autres gens qui veulent faire du théâtre pour enfants, qui cherchent une scénographe autochtone, ça m'intéresse beaucoup. Là, j'ai 2 enfants maintenant, donc si je peux faire des pièces puis que le public, ça soit destiné à mes enfants, là, c'est... Ouais. Alors, le message est lancé. J'ai vu aussi que tu as travaillé en cinéma, je pense que là, c'est pas un métier, je connais beaucoup de scénographes, mais je pense que les gens qui font ce métier-là font les deux télévisions, enfin les 3 même télévisions, les séries télé, le cinéma et le théâtre. Mais au départ, tu étais plus branché Ondinoc, si j'ai bien compris, mais tu as bifurqué aussi vers le cinéma. Oui, j'ai travaillé après je faisais les deux, toujours théâtre, cinéma, parce que c'est quand même des projets qui sont différents. Puis dans un théâtre, tu travailles sur 1 an, puis au début c'est tranquille, mais pour booker ça, ben j'allais faire des petits contrats de cinéma. Des fois c'était 1 semaine à 2 mois, donc ça se plaçait bien dans l'horaire. Puis oui, le travail de scénographe, c'est
pour travailler au décor en cinéma ou en télévision, c'est dans la même lignée. Ça va vraiment, ça se rejoint. Donc, j'ai commencé à faire quelques projets en cinéma, en télé un peu. Puis, toujours dans le département artistique, département de patine, de costume aussi, j'en ai fait beaucoup. J'ai toujours aimé ça, la peinture, la texture, la matière. Et là, donc, travailler en cinéma quand tu n'as pas été à l'école et que tu ne connais pas trop, tu sais, tu commences un peu en bas de l'échelle. Donc, mes premiers contrats, des fois, j'étais même bénévole. Je repartais avec des plantes, avec un petit meuble. Tu sais, à la fin des projets, on se débarrasse du stock. Moi, j'étais preneuse. Donc, je faisais ça. Puis, j'ai rencontré de fil en aiguille plein de gens. Après, j'ai assistante décoratrice, coordonnatrice aussi au département artistique. Donc, j'aimais bien l'organisation. J'aime ça les chiffres, j'aime ça les tableaux, j'aime ça des plans, des beaux calendriers, puis des horaires. J'aime l'organisation. J'aime ça quand on sait où on s'en va. Donc, j'ai fait aussi de ça, puis d'assistance à la direction artistique aussi. Mais toujours dans des projets, des petits projets, des films québécois, petit budget, je pourrais dire. Donc, les grands films américains et tout ça m'ont jamais vraiment attiré. J'en ai fait un peu en peinture scénique, mais je préférais les petits plateaux. Ouais, les équipes, une vingtaine, une trentaine, là, c'est quand même chouette. Des beaux petits projets avec quelques films avec François Delisle. Donc, cinéma d'auteur, toujours très personnel, très artsy comme travail. Ouais. Et puis après, ben, ça m'a mené à faire ma première direction artistique sur Soleil à Tikamek, qui est fait par Chloé Leriche, qui a écrit, réalisé, monté, produit, voilà, qui est en salle présentement encore dans certains endroits au Québec. Oui, d'ailleurs, on va y revenir à Soleil à Tikamek, mais quand même, attardons-nous un peu sur François Delisle, qui est quand même devenu, avec les années, un cinéaste drôlement important. Et c'est intéressant parce que c'est quand même lui aussi quelqu'un de socialement engagé. Est-ce que oui. Est-ce que comment dire, est-ce qu'il y a eu un lien, est-ce qu'il y a un lien entre ton implication dans ces films puis le côté aussi très social, très critique des travers de la société que Delisle transporte avec lui dans sa personnalité, dans ses œuvres? C'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement pertinent et inspirant. Le rencontrer, voir son travail déjà, ses films qu'il avait fait avant, c'est pas quelqu'un qui va, comment dire, il va pas passer par quatre chemins pour dire les choses. Tu sais, il suit sa ligne, il le dit, il est franc, il est d'une gentillesse et il est vraiment quelqu'un qui inclut tout le monde, toute l'équipe. Il remercie chaque personne pour son travail. Il nous dirige d'une manière. J'ai jamais vu quelqu'un être autant préparé quand c'est le moment de travailler, d'arriver pour tourner. Tous ses plans, tout est décidé. Il est vraiment, puis il explique bien, il verbalise tellement bien les choses, puis il nous amène dans une direction, puis on peut éclater aussi, il nous laisse la possibilité de créer des choses, puis d'y proposer, puis il fait oui, c'est parfait ça, puis l'ambiance de travailler avec François, toutes les équipes, en fait, souvent c'était tout le temps la même petite gang, là, qu'on se rappelait en décor, parce qu'il nous aimait beaucoup, il dit j'aime beaucoup votre département, vous êtes tellement chouette, vous êtes tout le temps de bonne humeur, ça va bien, il n'y a pas de problème pour vous. Si finalement on va changer de plan, on va aller là, OK, on s'ajuste. Et puis ses propos aussi, donc on parlait beaucoup pendant toutes en pré-production puis pendant le tournage. On parlait beaucoup justement le sujet qu'on abordait dans ces films. Et là, son dernier qui va sortir, je ne sais pas exactement quand, mais que j'ai participé l'année passée, qui a été tourné à peu près sur 2 ans, qui est plus axé sur l'environnement, qu'est-ce qui va arriver si on continue à traiter la Terre de cette façon-là. Ben, ça peut être très, très grave. Là. Il y a un sentiment, c'est un écho anxieux, en fait. Donc, il nous l'a dit, il dit, je suis écho anxieux, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me touche, qui vient me chercher. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Tu sais, dans 30, 40 ans, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est quelque chose qui
qui vient vraiment le chercher directement. Puis je trouve que c'est important d'en parler. Puis son film qui va sortir va vraiment, je pense ça va faire parler. Je pense qu'il va rentrer, comment dire l'expression, il rentre dans le tas là, avec ça. Là. Ça va vraiment venir faire un gros clash pour le cinéma québécois aussi. Parce que il n'y a pas de son, c'est que de la narration, puis c'est des photos. Ce n'est pas des vidéos, c'est que des photos et son film, il est fait comme ça. Donc, oui, préparez-vous pour cette sortie. On a hâte. De toute façon, maintenant, écoutez, ces films ont été présentés à Berlin, ont été présentés à Sundance. C'est sûr que si maintenant, presque automatiquement, avec l'effet signature, déjà le film va être accueilli avec intérêt, certainement, au départ, et ça va faire parler. Alors, formidable. Être éco-anxieux, je ne sais pas si maintenant, je pense qu'il faudrait dire tout simplement être éco-réaliste, parce que si quelqu'un n'est pas anxieux, il manque peut-être un peu d'instinct de survie quand on voit que tout ce qui arrive effectivement à la planète. Mais tu parlais d'être bien préparé. Moi, je sais que Jason Brennan, avec qui tu as travaillé aussi, je pense que c'était sur l'Invisible, il m'avait dit qu'il avait carrément dessiné plan par plan tout. C'était pas un scénario, c'était un storyboard qu'il avait. Exactement. Ça, c'est de la grosse préparation. Alors, comment c'était quand tu arrives, toi, pour faire de la scénographie? Est-ce que tout est déjà dessiné, les meubles à chacune des places ou quoi? Par rapport à la scénographie, ben oui, le travail est quand même, il faut être bien préparé, il faut savoir où vont les choses, mais en même temps, il faut être ouvert au changement parce que dans la création, tout peut changer, tout peut bouger. Mais d'arriver avec des plans bien définis, c'est très important, c'est très rassurant pour les gens de l'équipe autour de savoir qu'on sait vraiment où on s'en va, mais de laisser la place au changement puis à s'adapter s'il faut changer. Tu sais, Jason, avec son storyboard, c'était magnifique. Là. Il y avait mis en plus des ombres, de la lumière. Tu sais, on savait vraiment son plan exactement comment il voulait. Donc, c'était facile pour Dominique Desrochers, qui était la directrice artistique de son film, de vraiment arriver et dire, OK, ben on rentre dans la pièce, puis c'est ça qu'on va voir parce que Jason, il veut ça comme ça. OK, donc on va pas faire 360 puis changer parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent un décor où on rentre dans une pièce puis c'est 360, tout doit être aménagé. Puis des fois, il peut y avoir des problèmes avec l'époque ou avec ça fonctionne pas tout à fait, le lieu. Mais lui, c'était vraiment non, c'est ça qui va être filmé. Donc, on travaillait sur cette zone-là. Puis, ça changeait pas, il dérogeait pas, tu sais. C'est sûr, la lumière changeait un peu, mais au niveau des espaces, c'était vraiment très bien calé. Puis, il a vraiment fait une belle recherche de lieux, là, tous ces lieux qu'il est allé trouver lui-même avant. Je pense que quand il a écrit, il savait, en fait, où il allait tourner aussi. Tu sais, c'est ça, c'est parce que c'était tourné sur son territoire, chez lui. Donc, c'était facile de l'imaginer, je pense, avec les lieux, puis de l'écrire après, puis de tout dessiner, ouais. Oui, puis ça redevient un peu une situation théâtrale, puisqu'on sait où est l'œil de la caméra, qui est l'œil du spectateur. Mais ma question, c'était plutôt à savoir, est-ce que c'était le premier en cinéma, le premier projet autochtone dans lequel tu étais plongé? En cinéma, je pense que oui, je pense que oui. Le premier, ben oui, parce que c'était vraiment la réalisation, au niveau de la réalisation, d'histoire, je pense que c'était la première fois en cinéma, ouais. Je pense, ben, en fait, j'ai fait de la patine de costume sur un film qui était le film Maïna, mais c'était l'histoire autochtone il y a très, très, très longtemps, là. Mais c'était pas une équipe avec une gang à la réalisation et production. Ils n'étaient pas autochtones, donc. Mais le sujet l'était. D'accord.
Et finalement, ben, c'est avec Soleil Atikamekw que tu t'es retrouvé vraiment là, ben, d'abord avec un rôle plus important, je pense, à la direction artistique, puis Oui. évidemment un projet tourné en communauté, alors ça devait être, et dans une communauté Atikamekw de surcroît. Là, ça a dû être pour toi une expérience très singulière. Ah oui, c'était... ben, en fait, quand j'ai su qu'il allait avoir ce projet, il y avait ce projet-là qui se dessinait, ben, qui se parlait, là, tu sais, les gens avec Chloé, elle avait fait Avant les rues, que j'avais vu, que j'avais trouvé magnifique. Et tout le monde me dit, tu devrais lui écrire, lui dire que tu existes. Puis j'étais juste trop gênée, je sais pas, je suis pas une personne qui va vers les gens puis essayer de m'arranger des choses. Je me dis, quand ça va arriver, ça va se présenter naturellement. Puis je fais confiance à la vie, puis au présent, puis tout ça. Puis et là, ben, Chloé m'a contactée, m'a dit, écoute, il y a plein de gens qui me parlent de toi. Ah, je te connais pas, j'aimerais ça en savoir plus. Je lui envoie un portfolio de mes réalisations, CV, mes peintures que j'ai fait et tout. Puis elle a regardé tout ça. On a eu quelques discussions aussi en Zoom. Elle approchait quelques directeurs artistiques déjà pour collaborer. Puis elle n'était pas encore arrêtée sur un choix. Et après 2, 3 rencontres, on parlait de plus en plus du film. Puis je me suis rendu compte après, j'ai fait OK, mais est-ce que on va travailler ensemble? Comment ça se présente? Ben, j'ai l'impression que, tu sais, on va de plus. Elle me dit ah, mais moi, je vois personne d'autre que toi. Là, c'est toi. C'est sûr que tu vas faire. Moi, je voulais juste l'aider à faire la coordo ou décoratrice ou même technicienne sur le plateau de décor. Là, moi, tout ça m'allait. Puis là, quand elle m'a dit non, pour la direction artistique, j'aimerais ça t'avoir. Moi, je pensais qu'on. Mais non, j'ai pas l'expérience, j'ai jamais fait de direction artistique. Elle me dit, fais-toi confiance. Elle dit, je vois pas personne d'autre que toi pour faire ça, pour réussir à faire tout ça, là. Puis qu'elle aimait beaucoup notre façon de qu'on réfléchissait, qu'on parlait, les discussions, notre énergie, tout se rejoignait. Puis là, j'ai su que j'allais faire la direction artistique. J'ai fait wow, OK. Pour moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début. Je me disais que j'allais pas être capable, c'est trop gros. Puis après, ben, je me suis fait confiance, puis je me suis préparée, je me suis organisée. Puis là, tu sais, il y avait la pandémie, tout ça, donc c'était pas évident là, de tourner en période de pandémie. Tu sais, il y a tout le temps les inquiétudes. On veut pas être malade, on veut pas donner de la maladie à personne. Faut prendre soin de nos aînés, faut prendre soin de nos enfants. Et là, comment on va faire, la distance? Et là, moi qui habite sur la Côte-Nord et que ça se tournait à Manawan pendant 2 mois, c'était comment je vais faire, hein, là, m'organiser avec mon conjoint, mes enfants, notre entreprise aussi qu'on a ensemble. Donc là, on l'a fait. On l'a fait, c'était un beau défi. Puis je me suis vraiment sentie privilégiée d'avoir ce rôle-là au sein du film, puis de tout le processus. Très important, très beau processus. C'était un beau projet. Mais bon, un film québécois, petit budget, donc on doit tourner vite. On tourne en décor naturel, puisque le tournage est fait dans la communauté même. Quel est le rôle de la scénographe dans tout ça? Il me semble que tout est déjà un peu comme dans un documentaire, un peu sur place, non? Ben, en fait, comme c'est un film d'époque, donc on est en 1977. Et les maisons, ouais, c'est ça, les les maisons. maisons actuelles ne ressemblent même plus à ce que c'était à Il y l'époque. avait plein d'endroits à Manoan où on ne pouvait pas tourner qui étaient magnifiques, mais qu'on ne pouvait pas parce que ça ne respectait pas la ligne d'époque. Les poteaux électriques n'étaient pas les mêmes. Les fils, tous les fils qu'on voit, les câbles Internet, tout ça, il n'y avait pas autant de fils là, à l'époque. Les rues n'étaient pas asphaltées. Les voitures, les maisons, tout le revêtement extérieur, les modèles de fenêtres. Il y a plein de choses qui sont trop contemporaines. Donc, il y avait un gros défi là à faire. Les intérieurs, ça s'ajuste. On peut toujours adapter une pièce, puis tricher si on met des rideaux dans une fenêtre pour ne pas voir l'extérieur.
Mais là, c'était vraiment la contrainte, c'était l'époque et la maison principale chez Denis et Angèle. En fait, on a pris une maison ancestrale qui avait tout été, qui avait du revêtement extérieur qui avait été mis par-dessus le bois d'origine. Et la maison était comme dans un drôle d'endroit sur des blocs de béton parce qu'ils voulaient la garder, mais ils ne savaient pas trop faire quoi avec. Donc, tout autour, on voyait des maisons contemporaines. Donc, on a regardé avec Chloé, bon, ben, ici, tout ça, comment on pourrait faire pour faire nos plans. Puis finalement, l'idée est venue de, hey, on peut-tu déplacer la maison? Ça se déplace, une maison. Elle est déjà sur des blocs. Donc, on a fait faire un gros chantier avec toute l'équipe de Manoman qui se sont déployés et on a fait bouger une maison de à peu près, je vous dirais, genre 300 mètres, 200, 300 mètres, quand même pour la rapprocher sur le bord de l'eau pour qu'elle ait un beau paysage tout autour. Donc, ça a été un gros défi, bouger la maison, puis après ça, de tout enlever, en fait, ce qui avait été rajouté sur la maison pour aller chercher vraiment le squelette de la maison d'époque. Donc, de retourner au bois d'origine. Donc, ça a été notre plus gros chantier qu'on a fait, puis que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire. Donc ça, c'était vraiment le gros défi. Puis, tu sais, toute la question aussi des autres lieux, les voitures. Puis après, il y avait aussi des scènes qui étaient tournées à Saint-Michel-des-Saints. Donc là aussi, il fallait que ça respecte la ligne d'époque. Je pense que, tu sais, pour le mettre en contexte aussi, la maison d'époque, c'était une vieille maison je pense, qui était amenée à être démolie, mais je sais que la maison où est-ce qu'elle était auparavant, c'est une nouvelle maison qui a été construite par-dessus, puis ils ont juste déplacé la maison. Fait que je pense que toi, vous avez reculé la maison plus vers la plage, plus vers l'eau, c'est ça? C'est ça. Ouais, on a reculé la maison, là, vraiment, parce qu'ils voulaient ils voulaient la démolir, la reconstruire, la rénover. Puis après, ils se sont rendus compte que, ben, non, ça serait peut-être plus rentable de construire une nouvelle maison de A à Z que d'utiliser le vieux bois à l'intérieur, avec peut-être des trucs pourris. Mais finalement, la maison était quand même en bon état parce que nous, quand on est rentré à l'intérieur, on a tout strippé. On est tout allé chercher les murs d'origine. Même la peinture, j'ai remis de la peinture un peu, mais j'ai gardé certaines teintes de la vraie peinture d'époque. Et puis là, la maison, en fait, avec le conseil, on se disait, ça serait bien de faire un musée avec cette maison-là, toute la restaurer pour redonner sa beauté de l'époque. Puis, à l'intérieur, chaque pièce pourrait être une salle d'exposition. Donc là, nous, on a fait le travail pour que justement cette maison-là puisse être récupérée, qu'elle soit belle de l'extérieur et de l'intérieur. Puis après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la fondation, mais je pense que ça serait vraiment un beau lieu à conserver. Elle est encore là, la maison, mais de poursuivre ce projet-là pour y faire un petit musée à Manowan, ça serait... ouais. Oui, ça pourrait être un musée du cinéma pays atikamekw parce qu'il y a eu beaucoup de tournages faits dans chacune des communautés atikamekw. Il y a eu des films, de certains même historiques, qui ont été tournés là. Mais pour toi, quand même, ça devait être assez particulier parce que tous les autres projets dont on a parlé, c'était en milieu urbain, en région, avec des équipes, je dirais, et des castings avec des gens de différentes origines. C'est sûr qu'avec Ondinoc, c'était déjà plus autochtonisé. Mais ce qui est fantastique chez Ondinoc aussi, c'était cette ouverture à avoir plein de collaborateurs qui peuvent venir d'autres horizons que du monde autochtone, et ça crée toute la richesse des créations qu'on y trouve aussi. Mais là, tu te retrouvais vraiment plongé dans un milieu autochtone. Ben oui. Un, et deux, un peu, pas un peu, tout à fait ton milieu d'origine. C'était presque un retour à l'enfance à ce moment-là. Ben oui, je me sentais vraiment chez moi. Ça me fait du bien d'être là 2 mois, d'être reconnectée avec tout le monde, ma famille. J'ai des oncles et tantes qui habitent Manowan. J'ai vécu des mariages, des deuils, des trucs, tu sais, je veux dire, il s'est passé, j'ai beaucoup de souvenirs à cet endroit. Et d'être avec
dans mon équipe de travail, j'avais une belle gang de filles qui étaient des stagiaires qui sont venues nous aider au département. Puis, je disais aux filles, ils me parlaient en français, des fois, ils parlaient en atikamekw entre elles. Mais je leur ai dit, parlez-moi en atikamekw, parlez-moi, il faut que ça revienne. C'est ma langue maternelle, je le parlais de 0 à 5 ans. Puis là, ça s'est perdu d'année en année. Donc, parlez-moi, puis reprenez-moi dans mes mots. Puis j'essayais, là, j'avais toute mon équipe qui me parlait en français, c'est sûr, mais j'essayais le plus possible d'aller, juste quand j'allais à l'épicerie, tu sais, OK, atikamekw, puis des fois, je mélangeais les deux quand je ne savais pas trop le mot. Ça revenait un petit peu, mais je pense que j'aurais pu rester encore là plusieurs mois pour que ça revienne vraiment. Mais vu que j'avais tout un contexte de travail puis que j'avais toute mon équipe, on parle en français. Mais mes soirées autour du feu chez ma tante, avec mes tantes et mes oncles qui venaient, là ça, c'était les beaux moments. C'était de reconnecter puis de se rassembler. Puis, je leur parlais, je leur posais des questions aussi, tu sais. C'était quoi vos souvenirs à l'époque? Tu sais, comment c'était? Mes oncles qui se rappellent là, des années 70, 80. Donc, c'était vraiment enrichissant à ce niveau-là. Moi, j'étais pas née, là, encore. Puis ils ne prenaient pas autant de photos et de vidéos que maintenant, donc on n'a pas tant de références. On en a pour le Québec, pour les grandes villes, mais quand tu dis dans les communautés, les gens ne prenaient pas vraiment des photos. Ils prenaient des photos de visage, dehors, tout ça, mais des intérieurs, il n'y en avait pas tant. Donc, j'ai fait un travail d'aller chez mes oncles, mes tantes, chercher des photos. Donnez-moi des trucs, là. Tu sais, fait que ça, c'était le fun. Ça, c'était vraiment un beau. Puis, ça leur faisait plaisir de m'aider. Des fois, j'ai dit, qui peut m'aider à faire telle chose? J'ai besoin de 2x4, j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de bûches, j'ai besoin de nishka. Là, on fait une scène, j'ai besoin. Qui a de la viande d'orignal dans son congélateur, là? Fait que là, j'avais tout le temps comme un petit réseau sur Facebook où je pouvais demander à droite, à gauche, tout ça. Puis, tout le monde nous aidait, tout le monde collaborait. C'était le fun. Il y avait une belle entraide, là. Et je vois aussi que Nigamon Tunai, un projet sur lequel tu as travaillé, où là aussi, c'est une association entre femmes autochtones. Quelque chose qui s'en vient très bientôt, mais tu peux nous parler des coulisses, là, comment le travail s'est fait? Ah, le travail était vraiment bien. C'est une très belle équipe. J'ai vraiment une grosse équipe pour une production en théâtre, d'avoir autant de collaborateurs qui viennent de la Colombie. Oui, alors il faut préciser tout de suite pour ceux qui nous écoutent que c'est un projet de Émilie Monet avec une dame qui vient de Colombie, qui est une autre artiste autochtone. Wairanina. Wairanina, oui, voilà, une femme exceptionnelle. Oui, donc c'est une histoire, c'est l'histoire qui ramène, en fait, c'est pas une pièce de théâtre, c'est une performance. Il y a beaucoup de chants de musique. L'environnement sonore est très important, c'est immersif. Les gens sont dans le décor. On a voulu créer un lieu, un endroit pour se recueillir, comme une forêt, ou une forêt, mais aussi un lieu spirituel qu'on peut aller avoir en nous aussi. Donc, c'est vraiment, il y a des arbres qui chantent, donc des vrais arbres, partout dans le décor, sur la scène, mais la scène, en fait, inclut le public. Et il y a la collaboration avec Lionel Vasquez, que lui, c'est la scénographie des instruments de musique à base de cuivre. Donc, le cuivre, très important. Donc, on parle du cuivre, de sa source, sa provenance, des forêts qui sont détruites en Amazonie pour aller chercher, extraire le cuivre. Le cuivre, que si on l'enlève de la terre, l'eau ne sera plus filtrée, donc l'eau ne sera plus potable par la suite. Donc, c'est protection de l'eau, du territoire, du cuivre, arrêter de défaire les routes aussi pour aller extraire tous les minéraux, puis ça détruit tout le territoire en Amazonie, mais aussi au Québec, on y a droit, là. Et puis la tortue, qui est un très, très, très beau
C'est universel dans les peuples autochtones. Je pense que la tortue symbolise beaucoup de choses. Donc, la tortue pour les Incas en Colombie, ça symbolise la grand-maman, en fait, qui protège les eaux. Donc, tous ces liens-là, pendant 1 heure et demie de temps, dans une performance douce, percutante, je pense que quand tu sors de là, tu as l'impression que tu sors d'un état de méditation avec des choses que tu apprends. Je savais pas ça. Puis ça te remet en question. Puis de le faire en pièces aussi, il y a un côté militant là-dedans, là, parce qu'en Colombie, les gens ne peuvent pas s'exprimer comme nous, on peut le faire ici. Donc, c'est le pourquoi aussi qu'Émilie a tenu à faire ça avec Huayranina, parce que cette dame, elle a perdu beaucoup de gens dans sa famille qui ont été assassinés parce que c'était des activistes qui défendaient le territoire. Donc, c'est pour souligner cette mémoire-là, puis que les gens puissent comprendre que c'est pas il y a 20-30 ans, c'est aujourd'hui que ça se passe encore comme ça là-bas. Donc, c'est vraiment c'est une pièce qui fait honneur aux femmes, à la protection du territoire, mais aussi faut soutenir cette cause-là. Je pense que c'est très, très, très important. Oui, c'est une occasion de rappeler que les militants, les militantes pour la sauvegarde de l'environnement et des territoires, et particulièrement les Autochtones, leurs vies sont en danger sur la planète. Hein, ici, c'est loin d'être toujours facile, mais généralement, les gens risquent pas de se faire assassiner pour leur implication, mais ailleurs dans le monde, c'est bien ce qui se passe. C'est formidable que Émilie, justement, trouve le moyen de faire ces liens nord-sud pour exprimer la solidarité, l'unité de l'autochtonie dans les Amériques, où on a on a subi le même colonialisme, bon, avec des variantes, mais quand même, oui. On a subi le colonialisme et ses effets délétères, et notamment sur les pertes de territoire ou les destructions écologiques qui s'en sont suivies. Alors, mais en termes de scénographie, c'est très particulier. Là, s'il faut que tu recrées une forêt, est-ce que ça va être à l'Espace Go même que ça s'est monté? Oui, c'est la salle de l'Espace Go. Donc, on a des arbres qu'on fait une rotation avec des arbres qu'on laisse à l'extérieur et devant la vitrine. Donc, on a mis en place un beau protocole pour prendre soin des arbres. On veut pas en perdre un. On veut également, je fais un appel à tous, si jamais vous connaissez un organisme autochtone à Montréal ou ailleurs, dans les entourages, à la fin de la production, on aimerait, si c'est sous forme de vente à très, très, très bas prix ou de dons, pour pouvoir planter ces arbres-là, pour pouvoir enverdir un endroit extérieur et même intérieur. Ils peuvent rester en pot aussi, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup d'arbres. On en a une 40aine. Des arbres tropicaux, mais on a aussi des arbres qui viennent de chez nous, là. Donc, ça, c'était le gros de la scénographie, c'était de trouver les arbres et d'avoir des bonnes grandeurs d'arbres et de troncs, parce qu'il y a vraiment un mécanisme qui a été créé par Lionel qui est mis sur l'arbre. Donc, l'arbre devient un speaker. L'arbre, il vit, il chante. Donc, quand on touche le tronc, on sent toute la résonance, et quand on écoute la feuille, on entend le son sortir. C'est magique. On a hâte non seulement de voir, mais d'entendre d'entendre ça. D'ailleurs, je pense qu'on va inviter Émilie à venir nous en parler. Mais c'est impressionnant. Je ne pensais pas que ça des vrais arbres. Là, c'est non seulement de la scénographie, c'est de la scénobotanique. Oui, il fallait vraiment avoir on a attribué beaucoup de budget aux arbres, puis à en prendre soin, puis tout au protocole. Il y a une personne qui vient en prendre soin, qui vient s'assurer que tout est bien, puis que les arbres, ils sont joyeux, ils bien là, dans l'environnement qu'on a créé pour. On les sort à tous les jours, là, on a des petits trous, puis là, on doit les sortir, on doit leur faire prendre de l'air, un bain de soleil, voilà.
Et il y a d'autres éléments aussi dans la scénographie de l'eau. Il y a beaucoup d'instruments de cuivre aussi qui sont actionnés par Waira et Émilie durant la performance. Et je vous invite, si ce n'est pas fait, d'aller peut-être procurer vos billets parce qu'on m'a dit que c'était presque sold out. Donc, c'est la dernière production de l'Espace Go. Et ensuite, ça va sur la programmation du FTA. Donc, ça va quand même, ça reste jusqu'à la fin du mois de mai. Mais il faut quand même se dépêcher parce que les billets s'envolent vite. Bon, ben, le message est passé. On va certainement pousser pour pouvoir assister et surtout vivre cette expérience, parce que c'est vraiment une plongée dans le décor. Là, il y a plus de, on n'est plus un spectateur. Hein? Oui, on est dans le décor, on devient vraiment on fait partie de la nature de l'élément, des éléments, et le chant est vraiment mis de l'avant, donc c'est vraiment méditatif, c'est vraiment, il y a des moments où il faut replonger en nous, puis comme Émilie l'a mentionné, la vibration, ça apporte une certaine guérison, le tambour, le son du tambour, la vibration, tout ça. Donc ça, c'est un peu pour ça que l'environnement sonore immersif a été créé, pour que les gens soient au cœur de ça. Bon, alors, il faut googler Espace Go pour... Nigamon Tunai, oui. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets intéressants devant toi dont tu peux nous glisser quelques mots sans trahir de grands secrets? Oui, j'ai le prochain projet qui est en création en ce moment, c'est avec Ivani Aubin en danse. Donc, je vais faire sa scénographie pour son prochain spectacle qui va avoir lieu en novembre à l'Agora de la danse à Montréal. Puis après ça, elle va préparer une tournée pour pouvoir aller faire son solo. Donc, c'est un solo d'Ivani, puis qui a été en collaboration avec Natacha Canapé à toute l'écriture, la dramaturgie du spectacle. Que je pense que ça fait un bon 2 ans que les filles travaillent ensemble. Et là, voilà. Donc, ça, c'est le prochain projet. Et aussi une collaboration avec Dave Jennis pour une installation qui va être dans un milieu urbain. On ne sait pas où, par qui et comment, mais ça va être un autre projet un peu immersif pour une première. Donc, c'est un autre volet pour moi de créer du mobilier urbain et tout avec une compagnie québécoise que je ne peux pas en dire plus. Celui-là doit rester un peu secret parce qu'il n'est pas encore dévoilé. Parfait. Ben, c'est à Terre en Vue, c'est un peu notre spécialité de l'occupation urbaine. Peut-être que Jennis pourrait me lâcher un coup de fil, on pourrait comploter en secret, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ben, je pense, Alexandre, est-ce que tu veux conclure? Ben oui, merci d'être avec nous. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu non plus. Puis je suis content aussi de voir que tu as aussi une carrière qui évolue. Puis je suis content de ton travail aussi pour le film Soleil Atikamekw. Comme on voit, je pense qu'on avait quelques petites dates à afficher pour les prochaines projections. Oui, donc c'est les prochaines dates qui sont ben, Sainte-Thérèse, c'est aujourd'hui, le 15 mai. Sinon, après, peut-être qu'il y a une petite tournée qui sera faite dans le bas du fleuve et Gaspésie. Donc, je vais essayer d'accompagner Chloé pour pouvoir suivre ces moments-là, puis de participer à les discussions là, suite aux projections. Je suis quand même content que ça continue à être projeté parce que j'avais l'impression que la grosse crainte qu'il y avait, c'est que ça soit juste en salle pendant quelques semaines. Moi aussi, vraiment, j'ai été étonnée là, que ça a été en salle là, depuis, ça l'a fait 1 mois et demi, là, et 1 mois et 10 jours, c'est sorti le 5 avril, puis ouais, non, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente également. Ensuite, il faut voir quand il va être diffusé sur les réseaux. On est encore en attente de qui le diffusera. Mais aussitôt que ça sera fait, on pourra partager les liens ensuite, puis il va avoir le film va continuer à vivre. Ouais.
Et puis, nous aussi, notre podcast va continuer à vivre, rue Adadegen. Alors, on invite les gens à nous suivre. On a toujours des... vous l'avez encore pas, ça s'est avéré aujourd'hui, des invités avec des expériences de vie extraordinaires. C'est passionnant. Et merci Julie Christina, ça m'a éclairé beaucoup. Je connaissais de loin ton parcours, mais là, quand on l'a raconté de vive voix comme ça, on voit comment c'est non seulement un parcours professionnel, c'est un vrai parcours de vie et avec une personne passionnée. Wow, merci d'avoir été là. Merci à vous, Michel Migouette, tout le monde, de m'avoir invité, Alexandre et André, vraiment. Merci beaucoup. Puis bravo pour votre émission et votre podcast, c'est super. C'est très intéressant. Puis là, c'est l'épisode 144. J'espère qu'il va en avoir encore plus. Tous les semaines. Voilà. Fait que soyez avec nous la semaine prochaine. On va voir Émilie Monet qui va parler de sa pièce. En fait, je pense qu'on en a glissé un mot avec Julie Christina, mais Émilie va pouvoir nous en parler plus la semaine prochaine. Super. Fait que Matashi Christina, bye. Matashi.